OK, c'est parti. Fait que, comme j'avais mentionné au dernier cours pour ceux qui étaient présents, la dernière fois, on était vraiment concentré sur l'engin de jeu pour que vous puissiez comme avoir une meilleure idée de en fait du travail dans Unreal, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. avec les outils de blocking de base. Puis là, aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans la matière directement euh, de level design. Pour ce qui est pour moi une des affaires qui est vraiment les plus importantes à savoir dans la base, qui est le guidage du joueur. C'est toute cette sensation-là quand on a l'impression que le jeu nous happe constamment dans la bonne direction, puis qu'on n'a jamais l'impression d'être perdu pour trop longtemps. Ça, en général, ça veut dire qu'il y a un bon guidage dans le jeu. Fait qu'on passe à travers différents exemples de jeux, les différents types de guidage qui existent, puis on va regarder aussi, en fait, concrètement, c'est quoi la. Est-ce que parce que c'est bon d'être guidé dans un jeu, mais est-ce que parfois on est trop guidé à travers un jeu, puis ça enlève des bonnes choses qui pourrait y avoir si on était un peu plus perdu. Fait que on va passer à travers ça. Fait que, est-ce que en fait on va commencer tout simplement pour qu'est-ce qui est pour moi la définition d'un guidage en jeu vidéo. C'est la capacité de diriger le joueur au point important d'un niveau ou d'un monde pour lui apporter la meilleure expérience possible. L'objectif du guidage, normalement, ça devrait pas juste être d'emmener le joueur d'un point A au point B, c'est de l'emmener d'une manière à ce qu'il puisse avoir une expérience qui est agréable dans le jeu. Fait que ça peut être à peu près n'importe où on amène le joueur, ça peut être le principal, souvent c'est de guider le joueur vers la fin du niveau, mais parfois on veut guider le joueur vers des nouvelles mécaniques, des objets ou des personnages importants, des boss. Parfois on veut le faire sortir un peu du chemin principal pour le guider vers du lore, des éléments de story ou des quêtes, simplement. Fait que, on va pouvoir continuer là-dessus. Fait que le premier type de guidage que j'aimerais qu'on parle, c'est le guidage explicite. Dans le type de guidage, je sépare le guidage en deux grandes catégories. La première catégorie est le guidage explicite qu'on va voir qui est tout le guidage qui est directement donné au joueur. Fait que c'est très clair pour le joueur. Il faut que tu te rendes à cet endroit-là, ton objectif c'est ça, etc. L'autre qu'on va voir un peu plus loin, c'est le guidage qui est dit implicite. C'est le type de guidage, en fait, qui est pas directement dit au joueur, mais qui est donné à une manière à le guider le plus possible sans qu'il s'en rende compte. Fait que dans les guidages explicites qu'on a, on a un point ou une flèche qui pointe sur une map. Tu sais, quand vous ouvrez votre journal des quêtes, ou parfois certains jeux ont une barre en haut de l'écran avec différents points qui changent dépendant d'où est-ce que tu tournes ton personnage, puis qui dit, OK, ton objectif, c'est ça. Il y a parfois aussi, sans que ce soit directement sorti de la diégétique du jeu, il y a, quand tu commences un jeu, souvent, mettons, je pense à Skyrim, au début du jeu, on sort de la grotte, il y a un personnage qui nous guide vers le premier village. Ben ça aussi, c'est une sorte de guidage explicite parce que le joueur est directement amené à suivre le personnage pour continuer la quête. On a parfois aussi des pop-up explicatifs qui sortent pour dire expliquer, il faudrait que tu t'en ailles par là, voici ton nouvel objectif. On peut penser ça à dans des plus petits jeux, à des pop-up de quête, par exemple. Par exemple dans Dofus, pour ceux qui ont joué. Finalement, des objectifs principaux de niveau, par exemple quand le joueur ouvre son journal de quête et se fait donner un des objectifs, comme par exemple, va retrouver tel personnage avec l'endroit affiché sur la map, etc. C'est tous des exemples de guidage explicite. C'est les choses que le joueur sait parce qu'il est dans un jeu vidéo. Puis dans le jeu vidéo, on le dirige pour qu'il se rende d'un point A à un point B. Fait que c'est quoi les avantages et les désavantages d'un guidage explicite? C'est que l'avantage, c'est qu'il y a très peu de chances que les joueurs se perdent. À partir du moment que votre guidage explicite est bien marqué et est clair, si vous mettez un point dans une map géante du monde vers cet endroit-là, à moins que votre map soit brisée ou soit mal faite, le joueur va réussir à se rendre à ce point-là. C'est aussi beaucoup plus simple pour les joueurs casual. Quand tu rentres pour la première fois dans un jeu vidéo, parfois c'est beaucoup plus simple de te faire diriger au début, surtout dans les débuts de jeu pour te rendre du point A au point B, le temps de pouvoir. Comme ça, tu n'as pas besoin de te concentrer sur l'univers autour de toi, tu peux seulement te concentrer sur ton personnage puis ses capacités. Puis aussi, c'est plus simple à implémenter. Faire un système qui dit OK, mets un point sur la map, puis comme GPS pour le joueur, c'est parfois beaucoup plus simple à faire une fois que c'est programmé que de faire des level design complexes pour vraiment amener le joueur de manière implicite.
Les avantages, c'est que ça sort souvent la diégétique du jeu, s'il n'est pas proprement implémenté. Quand on y pense, en fait, c'est que... et si on pense, mettons, à The Forest, la diégétique du gage spécifique est très bien implémentée parce que, par exemple, oui, j'ai une map avec un point qui me dit où aller, mais c'est fait dans un GPS qui est à l'intérieur du jeu que je dois regarder. Puis quand je regarde le GPS, je vois pas autour de moi, etc. Puis le jeu continue de tourner. Pareil pour la carte, quand tu l'ouvres, tu as tout cet effet-là. On peut retrouver ça aussi dans ceux qui ont joué... comment ça s'appelle déjà? Euh, Firewatch. Firewatch, où quand tu te promènes puis tu ouvres ta carte, la carte est programmée de manière à ce que tu vois une petite flèche de ton personnage puis des pointillés par où tu peux aller, mais tu as quand même vraiment cette impression-là de sortir une carte. Fait que ça, c'est tous des éléments qui sont bien faits dans le jeu, mais qui demandent beaucoup de travail supplémentaire pour rendre ce guidage explicite-là vraiment dans la diégétique du jeu. Mais la majorité du temps, qu'est-ce qui se passe par faute de budget ou de temps, c'est que ton journal de quête, qu'est-ce que tu fais, comme dans Skyrim, c'est que tu l'ouvres puis tu as un menu, un pop-up, un HUD qui te dit, fait que ça te sort du jeu, t'as pas un journal que tu traînes avec toi pour sortir ou autre. Fait que si vous voulez faire un jeu qui est extrêmement diégétique, réussir à faire un guidage explicite qui est diégétique, ça demande beaucoup plus de travail dans plusieurs domaines. Puis, il y a aussi, ça réduit souvent le sentiment d'exploration et le mérite des joueurs. Je vais vous montrer dans les exemples après, mais quand un joueur est trop guidé ou qu'on lui dit tout simplement rends-toi à ce point-là sur une map, il n'aura pas tendance à autant explorer dans le monde parce qu'il va avoir un chemin tout fait pour lui déjà pour se rendre à son objectif. On va commencer avec quelques exemples de guidage explicite. Certains qui sont bien faits, puis certains qui sont pas bien faits, puis d'autres qui sont un peu entre les deux, puis qu'on pourra discuter entre nous. Fait qu'on va commencer par un que je trouve qui est quand même relativement bien fait pour l'explicite, c'est dans Dishonored 2. On va couper le son après la publicité de hot dog. Ouais, AEW font des hot dogs maintenant. OK. Ça, c'est une scène au début de Dishonored 2. Pour ceux qui n'ont pas joué, Dishonored, c'est un jeu euh, de discrétion, concrètement, action de discrétion avec certains pouvoirs qui se passent un peu dans une sorte d'époque victorienne, industrielle. C'est vraiment bon comme jeu, je vous conseille d'y jouer. Puis dans ce jeu-là, en fait, tu as des objectifs explicites, dans le sens que le jeu te dit à chaque étape qu'est-ce que tu dois faire. Tu as des pop-up qu'on va voir tout à l'heure qui affichent à côté de l'écran. Là, le pop-up, en ce moment, c'est de retrouver une personne. Et le guidage est fait d'une manière qui dirige le joueur, mais ne le force pas à être euh, trop suivre, parce qu'on lui donne une direction générale avec un point à se rendre dans la map, mais le point apparaît seulement quand on est assez proche de l'objectif, fait qu'il faut quand même chercher pour trouver l'endroit principal. Puis aussi, quand il est affiché, ben, ça te donne pas le chemin exact pour te rendre à cet objectif-là, fait que tu dois quand même chercher pour le trouver. Fait qu'ici, on a un objectif qui passe par la porte, ou on a un objectif plus haut, en fait, qui propose une fenêtre. Ça propose plusieurs chemins d'objectifs différents aux joueurs. Fait que là, celui-là a décidé de se rendre directement à la porte pour continuer. Sam, Oui? on voit pas ton écran. Ah, je share pas depuis tantôt? Oh, Non. excusez-moi. J'avais un PowerPoint puis tout, j'ai oublié de share. Désolé. Fait qu'on va reprendre ici. OK. Fait que comme je disais, c'est les deux points que je vous montrais. On a un point qui est en haut ici, qui menait à une fenêtre ici, puis on a un point là qui mène directement à la porte. Fait qu'on approche ici, on a l'objectif qui se met à jour, qui corrige le fait qu'on se soit rendu à bon endroit, et on a l'objectif de la personne qu'on doit soit éliminer ou soit assommer, en fait, qui reste affiché. Fait que ça, c'est pas. Ce jeu-là, en fait, est connu pour avoir des objectifs assez simples, de manière où tu peux, c'est pas un Hitman où tu as un million de façons d'éliminer tes targets. En général, tu en as deux. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu une sorte d'entre-deux dans ce jeu-là où on te dit pas clairement, OK, faut que tu ailles là, etc., pour éliminer la personne. Tu as un peu le choix de la manière que tu veux l'éliminer, malgré tout.
Puis tu peux explorer, il te force pas à choisir directement la manière que tu veux le faire. Fait que ça, c'est du guidage explicite qui est direct pour le joueur. C'est dur de se tromper, on peut dire, on voit directement la cible qu'on doit éliminer. Mais le jeu ne nous force pas dans une direction précise d'action à faire pour l'élimination. Tu as quelques choix quand même qui te sont proposés. Dans un autre exemple similaire, on a le Witcher 3, qui, ici, c'est en fait pour ceux qui ont joué, ici on arrive dans la toute première quête du jeu. Ben, pas la première quête, mais un peu une des premières quêtes secondaires qu'on peut croiser dans le jeu. La qualité est pas super, je sais pas si ça va corriger. Bon, on voit quand même bien. Quand on arrive ici, en fait, on croise un personnage. Fait que là, on peut observer différentes choses. Dans The Witcher, au niveau du guidage, c'est ce qu'on a, c'est qu'on a d'abord en haut à droite la minimap, juste ici. La minimap nous donne une flèche générale, la direction où est-ce qu'on doit aller pour faire l'objectif qu'on a actuellement en cours. Et qu'est-ce qu'on a aussi, c'est qu'on a un chemin qui est proposé, un peu comme dans un GPS, qui propose un chemin efficace pour se rendre jusqu'à notre objectif. Qu'est-ce qui est intéressant avec cette méthode de travail-là, c'est que tu as un peu différents paliers de guidage, dépendant en fait de qu'est-ce que les joueurs peuvent préférer. Comme par exemple, si, admettons, je suis un joueur qui ne souhaite pas me faire guider, qui souhaite seulement explorer puis regarder de temps en temps sur ma map à peu près c'est où la direction de l'objectif où je dois me rendre, ben, je peux juste me fier sur la petite flèche qui est là. Si, par exemple, je suis un joueur qui veut vraiment me faire donner étape par étape quel chemin je dois prendre pour me rendre jusqu'à mon objectif, j'ai le petit pointillé ici qui me permet de trouver une direction vers mon objectif. Et aussi, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce pointillé-là se met à jour, un peu comme un GPS quand tu changes de direction, tout au long tout au long en fait de tes déplacements. Fait que si par exemple je décide d'aller chercher ce PNJ-là ici, puis après que je sois fait, je décide de m'éloigner ailleurs dans le niveau, ben si j'ai toujours le même objectif d'actif, cette petite pointillé-là va se mettre à jour automatiquement pour me donner une nouvelle direction où aller. Fait que comparé à certains jeux que quand tu te déplaces ailleurs, tu es obligé de retourner à l'objectif d'où est-ce que tu étais rendu, un peu par chaque point que tu dois traverser. Cela offre en fait une assez grande possibilité en fait de déplacement puis de liberté au joueur malgré tout dans son exploration. Après ça, pour l'affichage de la quête, on a deux façons différentes. En fait, c'est le PNJ qui est en rouge ici qu'on voit sur le côté. J'ai coupé l'audio en ce moment, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'on approche assez proche, il y a d'abord le PNJ qui nous appelle en nous demandant Hey Witcher, come here. Et on a aussi un point d'exclamation ici pour dire qu'il y a une quête. Fait que si jamais vous voulez pas, en fait c'est une sorte d'indicatif au joueur que tu utilises pour lui dire tu peux aller maintenant faire la quête, mais la quête est affichée maintenant. Fait que si tu veux revenir plus tard, elle va rester affichée dans la map. Fait que ça enlève un peu de diagitique parce que des fois ça fait en sorte un peu comme un des on peut dire des points un peu moins bons de l'exploration du Witcher. Pour ceux qui connaissent, c'est les points d'interrogation. Quand tu ouvres ta map dans une zone, tu as genre une centaine de points d'interrogation qui sont proposés. Parfois, c'est des quêtes, parfois, c'est des trésors, des monstres à tuer, de l'équipement. Mais tu sais pas avant de t'être rendu là. Fait qu'à un moment donné, quand tu veux faire le jeu à 100%, ben ça devient un peu une sorte de checklist de OK, je me rends à lui, après ça je me rends à lui, après ça je me rends à lui, ce qui coupe un peu le sentiment d'exploration parce que c'est plus du point par point. Mais par contre, pour les joueurs qui n'ont pas envie de chercher et qui veulent juste le contenu, ça leur permet de se déplacer directement d'un point à un autre. Fait que si on continue ici, notre personnage va se rendre, puis là, je vais skipper le petit bout d'histoire. Concrètement, qu'est-ce qu'il raconte? C'est qu'une charrette avec sa marchandise s'est faite attaquer par des monstres, puis qu'on doit retrouver cette charrette-là. On va voir si ça. OK. Fait que là, tu as la recherche. Après ça, quand on arrive ici, on peut voir que dans la minimap, on a une zone de recherche qui se crée. Ça, la question, c'est est-ce que c'est nécessaire ou non? Ça dépend en fait du type d'audience que tu vas chercher. Je vais en parler plus en détail tout à l'heure, mais le type de guidage qu'on choisit de faire dans un jeu doit vraiment être basé sur l'audience à laquelle vous pensez que vous allez jouer au jeu.
Witcher était un jeu qui était quand même fait pour se vendre à un public large. Ils ont donc choisi la solution de faire un guidage assez clair pour te donner dans quelle zone tu dois chercher des indices pour continuer. Alors que si le jeu avait été fait pour un public qui est peut-être plus habitué au jeu ou expert des jeux, le personnage aurait pu juste nous dire ma charrette est plus loin sur le long du chemin, et les joueurs auraient cherché d'eux-mêmes en se rendant plus loin en chemin, en utilisant les capacités du Witcher pour chercher des indices. Parce qu'au final, ben, tout ce qu'il y avait à faire, c'est à descendre le chemin pour arriver à l'objectif. Alors que là, il est directement proposé. Ce qui, en fait, on peut dire, baisse un peu la difficulté en lien avec la recherche, mais aussi le sentiment de mystère qui vient avec ça, parce que je sais que j'ai pas besoin de chercher des indices actuellement, j'ai juste besoin de me rendre à la zone qui m'est indiquée. Une fois arrivé ici, le Witcher peut commencer à utiliser ses techniques en fait pour trouver des indices. C'est une manière assez efficace de guidage. Il faut bien avoir une manière de séparer les indices des autres objets ou traces qui se promènent dans la map. Une différence, par contre, qu'on peut voir ici, c'est qu'il y a différents types d'éclairage qui se passent autour des indices, dépendant de leur importance. En fait, comme vous voyez ici, tous les indices importants sont placés en rouge. Je vais reculer parce qu'on ne l'a pas vu longtemps. Comme ici, la flèche, ici, a du rouge dessus, pour dire que c'est un indice qui est principal à la quête. Alors que les autres objets, qui sont juste du loot ou des trucs qu'on peut récupérer, sont éclairés en jaune. C'est aussi une décision de guidage qui aura été prise pour plusieurs raisons, je l'imagine, mais sûrement principalement pour permettre aux joueurs qui n'ont pas le goût de tout ramasser le loot de pouvoir se concentrer seulement sur les indices importants. C'est un peu un choix qui a été fait à Witcher dans le sens que euh, dans un Witcher, il y a très peu de quêtes que tu peux échouer parce que tu manques d'indices. En général, avant de pouvoir retourner parler au PNJ qui t'a donné la quête, tu dois réussir à trouver tous ces indices rouges-là pour vraiment avoir l'histoire complète. Mais si Witcher avait été vraiment plus un jeu basé sur le mystère, concrètement, et moins sur les choix psychologiques personnels des joueurs, ben, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? C'est faire en sorte que les indices ont toutes la même importance, puis que c'est aux joueurs de chercher et d'essayer de trouver les bonnes combinaisons d'indices qui donnent la vraie réponse à qu'est-ce qui s'est passé. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait après avoir fait cette recherche-là dans cette mission-là? C'est qu'on se rend compte que le gars qui nous a donné la quête pour dire que son chariot s'était fait attaquer, c'est faux. C'est pas son chariot qui s'était fait attaquer par des monstres. C'est lui-même qui avait attaqué un chariot marchand pour le voler et qui a été ensuite attaqué par les monstres pendant qu'il essayait de piller qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du chariot. Ça, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est que pour les joueurs, en ce moment, c'est assez simple parce que tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te rendre à la scène, activer ton pouvoir et récupérer tout ce qu'il y a en rouge à l'intérieur puis après ça, tu as l'histoire complète. Fait que c'est une décision que Witcher a prise parce qu'ils veulent vraiment plus se concentrer dans une direction de choix psychologique. Après que tu aies parlé au voleur, tu as le choix entre comme je pense, le remettre aux autorités ou comme juste y donner ce que tu devais y donner pour que tu te fasses payer. Ou tu peux l'intimider. Tu as quelques choix possibles. Mais tout ça, c'est basé sur des choix psychologiques du joueur, de qu'est-ce que lui pense devoir faire selon cette situation-là. Fait que comparé, on peut dire à un Detroit Become Human, où tu peux échouer une quête parce que tu n'as pas réussi à trouver assez d'indices. Ici, tu peux pas échouer la quête, puis le jeu a été fait et le guidage a été fait d'une manière à ce que tu puisses pas échouer une quête parce que tu peux pas continuer la quête sans avoir eu l'histoire complète associée à cette quête-là. À quelques exceptions près dans le jeu. Fait que, est-ce que ce guidage-là est bon ou mauvais? Il est très bon par rapport à qu'est-ce qu'ils ont voulu faire dans leur objectif de jeu. Si ça avait été un jeu plus de mystère, ça aurait été sûrement un mauvais guidage parce que c'était trop facile. Fait on peut passer à la suite parce que concrètement, comme je disais, après ça, c'est le choix psychologique. Après ça, on a un exemple d'un jeu que j'ai commencé à jouer récemment qui a pour moi un mauvais guidage pour plusieurs raisons. Parce que son guidage explicite est
trop explicite. Montrer ça. Ici, quand on arrive à ce moment-là, on est à peu près à, je vous dirais, 1 heure et demie à 2 heures à l'intérieur du jeu. J'ai commencé à jouer au jeu récemment. Puis, qu'est-ce qu'on va suivre? On va vraiment frapper en termes de guidage. Dying Light 2 est un jeu qui a été développé pour être vraiment tout public et permettre à tout le monde de jouer au jeu avec une assez grande facilité et jamais se perdre. Vraiment, ce jeu-là, il te laisse jamais te perdre une seconde. C'est impossible. Mais il y a des moments justement où c'est too much en guidage et que ça brise complètement l'expérience. En tout cas, pour certains sentiments de recherche. Fait on va regarder un peu la scène qui va suivre. Ici, tu te fais en fait repérer par un groupe de personnes qui est beaucoup plus puissante sur toi, surtout que tu es affaibli à ce moment-là par le virus qui est en train de prendre possession de ton corps. Et je vous laisse regarder la scène complète et après ça, on va l'analyser ensemble. Regardez bien les objectifs qui sont proposés. Andy n'a pas aimé cette section-là du jeu. Allez. OK. Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'il a pensé au niveau du guidage et qu'est-ce qu'on vient de voir? Dès que tu bouges, t'as l'objectif de direction qui est constamment mis à jour. T'as même pas besoin de réfléchir pour savoir où aller. T'es dirigé constamment. T'aurais pas nécessairement le temps ou le goût de regarder ailleurs parce que ça va super vite, là. Exactement. Euh, Si vous avez remarqué, on peut regarder le level design qui est lié à cette section-là. Mais qu'est-ce qu'on a devant nous? OK. Après avoir rechargé, après avoir poussé en fait la caisse ici, on se retrouve dans cette pièce-là qui est absolument vide en dehors d'un couloir qui est là. Après ça, on continue tout droit, puis on a l'objectif de se rendre à une zone 9 mètres plus loin dans un couloir droit. Après ça, on continue, puis on a un objectif de se rendre 30 mètres plus loin dans un couloir droit. Et en plus, l'objectif est placé au milieu de la pièce au lieu d'être placé plus loin. Alors, quand je me fais casser ici de l'objectif, c'est censé être un sentiment de surprise pour les joueurs, mais j'étais pas concentré sur le fait que je devais me rendre au fond. Parce que l'objectif me disait de me rendre ici. Alors que si jamais j'avais l'objectif de me rendre au fond, peut-être que j'aurais été plus surpris au moment que ça s'est cassé en dessous de moi. Après ça, j'ai un objectif qui me dit de descendre sous l'eau, alors que mon personnage est en train de tomber de toute façon par lui-même et je peux rien faire à ce moment-là pour changer de direction. Et finalement, quand j'arrive ici, dans cette zone-là, je suis censé aller dans une zone de panique où je me retrouve dans dans un nouvel endroit, que j'ai peu d'oxygène, puis je dois trouver une solution. Puis c'est une pièce carrée complètement, fermée, en dehors d'une seule ouverture dans le métro, mais j'ai quand même immédiatement l'objectif qui me dit voilà. Et en plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'objectif, c'est sûr que si vous n'avez pas joué au jeu, vous ne pouvez pas comprendre, mais ça me dit Get to Vildor.
Fait que moi, j'étais absolument pas au courant que, à ce moment-là du jeu, que j'étais proche de me rendre dans la ville de Ville-d'Or, qui était un objectif depuis un moment. Mais l'objectif me spoil que j'allais y arriver avant que j'y arrive. Fait que quand on a une coupure, puis on arrive à la trappe, puis on monte l'escalier, normalement, c'est censé être une surprise, c'est quand tu ressors, tu arrives dans un marché avec plein de personnes. Mais c'est pas une surprise parce que juste avant, l'objectif te spoil que tu es en train d'aller dans la bonne direction pour te rendre à ton objectif, alors que tu viens de tomber dans un endroit qui a absolument pas rapport par accident. Tout ça, en fait, puis on pourrait croire que c'est parce que c'est le début du jeu, mais en ce moment, j'ai à peu près 20 heures dans le jeu jusqu'à maintenant, et c'est la même chose. Alors que c'est des couloirs droits, avec pratiquement aucun chemin pour te rendre ailleurs, tu te fais constamment diriger étape par étape où est-ce que tu dois aller. Il n'y a aucune place qui est laissée par l'exploration, aucune place qui est laissée par le sentiment d'être perdu dans un moment de panique pour le joueur. Tout est guidé étape par étape. C'est pour ça que pour moi, c'est un mauvais guidage explicite. Parce que dans cette situation-là, il aurait pu juste me donner, comme dans Dishonored, un pop-up qui me disait trouver la sortie ou échapper aux personnes qui te poursuivent. Et de toute façon, j'aurais quand même réussi à atteindre mon objectif avec un sentiment quand même plus grand d'avoir réussi parce que j'étais pas constamment guidé puis j'étais dans un sentiment plus de panique à ce moment-là de je veux pas me faire attraper. Ici encore, quand on arrive dans cette pièce-là, il y a un seul chemin possible. Même quand on arrive dans cette section-là ici, il y a comme un croisement avec un peu de décor, mais les deux chemins des deux côtés ne mènent à rien. Il n'y a même pas de pick-up à ramasser. Il n'y a rien du tout. Fait que ça aurait pu être un moment où je suis en mode, OK, j'arrive dans une nouvelle place, je regarde un peu autour de moi, où est-ce que je dois aller? Ah, ça s'enfonce dans l'eau là-bas. Ça veut dire qu'il faut que ça soit par là-bas que je continue. C'est pas dans le but que ça soit difficile qu'est-ce que le joueur cherche. Parfois, c'est vraiment facile. Quand le joueur arrive dans une nouvelle zone, ça y prend à peine 10 secondes avant de trouver c'est quoi la suite du chemin. Mais il y a quand même ce sentiment-là d'avoir réussi par toi-même à avoir trouvé le prochain chemin à trouver. Tu es content d'avoir remarqué que dans l'eau, il fallait que tu descendes pour te rendre plus loin. Mais non. Ici, tu as un objectif que tu n'es même pas encore rentré dans la salle qui te dit ben, continue tout droit, rends-toi là-bas, puis c'est par là qu'il faut que tu ailles. Puis à ce moment-là, en fait, comme vous voyez, tu sais qu'il n'y a même pas de narration ou d'affaires de même du personnage qui est en train de s'échapper. Fait que c'est pas parce que à part quand tu arrives à ce trigger-là, c'est pas parce que le joueur doit se concentrer sur autre chose que de trouver la sortie. Parfois, c'est utile d'avoir une narration, un guidage plus dirigé, quand le joueur, lui, doit se concentrer sur un autre élément du jeu que de trouver dans quelle direction tu dois aller. Par exemple, dans un moment de narration, quand il est en train de discuter avec un autre personnage, il veut pas réfléchir où est-ce qu'il doit aller pendant qu'il discute avec le personnage. C'est pour ça qu'on revient dans le guidage explicite que j'avais parlé plus tôt, du PNJ qui te dirige dans la bonne direction. Comme ça, toi, tu as juste à le suivre, puis tu peux te concentrer sur la conversation de l'histoire que vous avez entre les deux. Mais ici, le guidage est juste too much, puis on trouve ça constamment à travers tout le jeu. Ce jeu-là est vraiment un exemple de guidage too much aussi dans les tutoriels, fait que je vais y revenir dans le prochain cours quand on va parler de ça. Mais tout ça pour vous dire que concrètement, si vous faites ça dans un niveau, vos joueurs vont pas se perdre, mais ils vont pas avoir l'impression d'avoir de mérite d'avoir réussi à trouver le chemin de votre niveau non plus. Est-ce que quelques personnes ont des questions avant qu'on passe au guidage implicite? Non? Ok, parfait. Donc, on vient, comme j'ai dit tout à l'heure, le guidage implicite, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est le contraire du guidage explicite. C'est un guidage qui amène naturellement le joueur vers son objectif en le laissant baser sur sa logique et ses connaissances des codes du jeu vidéo. Parce que oui, le jeu vidéo, ça fait plusieurs années qu'il y en a. Ça fait plusieurs années que les joueurs sont habitués de jouer à un jeu. Et donc, utiliser des systèmes de guidage ou des éléments de guidage qui sont utilisés ailleurs permet d'aider le joueur à se diriger. Concrètement, pour ceux qui ont un peu de connaissances en expérience utilisateur, une des choses qu'on apprend assez rapidement, c'est que les utilisateurs, en général, sont pas très fans de la nouveauté. Ils aiment pas ça arriver dans une nouvelle application mobile sur téléphone puis être perdu dans son fonctionnement. C'est pour ça que beaucoup d'applications se ressemblent avec juste quelques éléments qui diffèrent. Parce que comme ça, quand le joueur arrive dans le jeu,
ou que tu as l'utilisateur qui arrive dans sa nouvelle application, ben, il n'y a pas besoin de chercher comment ça fonctionne parce qu'il utilise les éléments qu'il connaît des autres applications auxquelles qu'il a utilisées, puis il peut les réutiliser ici, puis ça fonctionne. Je prends deux exemples simples, mais si je ouvre l'application YouTube, puis que je veux chercher une vidéo, j'ai une barre de recherche en haut. Si je veux descendre pour voir plus de vidéos, j'ai juste à tasser le pouce avec mon téléphone. Puis après ça, j'ai une barre avec des boutons en bas si je veux changer d'onglet. Après ça, si j'ouvre TikTok, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai un élément pour faire une recherche de vidéo en haut. Si je tasse mon pouce, je descends d'une vidéo à l'autre. Puis j'ai une barre avec des éléments en bas pour aller chercher d'autres trucs différents, comme par exemple mon compte, etc. Fait que c'est ici, ça fonctionne de la même manière pour les éléments de guidage. Quand vous faites du guidage implicite, vous pouvez vous baser sur la logique du joueur, mais aussi sur la connaissance qu'il y a des codes d'autres jeux vidéo, qu'on va pouvoir voir à travers quelques exemples, qui font en sorte que quand le joueur voit ça, sans même vraiment se rendre compte parfois qu'il est guidé vers la bonne destination, il va se diriger de lui-même vers le bon chemin, sans même avoir besoin d'objectifs. Puis ça, c'est, d'après moi, le type de guidage qui est meilleur en jeu vidéo, mais c'est mon avis personnel de joueur qui aime ça chercher parfois la solution. Fait que, dans les jeux vidéo, dans les guidages explicites, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, on trouve parfois des traces ou des signes, des couleurs particulières faites pour attirer l'œil, des guidages liés à la lumière et parfois seulement des ennemis ou des pick-up qui sont là pour montrer le bon chemin. On va voir ça tout à l'heure. Fait que j'ai séparé le guidage implicite en trois sections différentes. D'après moi, sont les trois principaux qui sont utilisés dans les niveaux de jeu. Le premier est l'objectif sensoriel, qui se base sur les sens du joueur. Le deuxième est le point of no return. Et le troisième est un des plus importants, c'est le breadcrumbing. Fait que commençons sur le guidage sensoriel. Avant de commencer ça, on va voir les avantages. Guidage implicite, avantage, c'est que ça te donne une vraie impression d'immersion, puis un sentiment d'exploration, puis de défi, puis de satisfaction plus grande quand on me dit d'essayer de retrouver on m'a dit d'essayer de retrouver, mettons, dans Detroit Become Human, où est-ce qu'une personne a été tuée, puis je arrive à me baser sur les traces de sang pour remonter jusqu'à l'endroit où la personne a été tuée. C'est pas le jeu qui m'a dirigé, c'est moi qui ai réussi à me baser. Ben, si la personne a été tuée, puis là, je vois qu'elle est morte dans une flaque de sang, c'est que peut-être si elle a été déplacée, il y a du sang ailleurs. Fait que là, je me déplace, puis je vois des traces de sang ailleurs qui me mènent vers l'objectif. J'ai pas besoin d'avoir le jeu qui m'explique ça. C'est quelque chose qu'on a de logique par rapport à la connaissance qu'on a. Mais j'ai vraiment un sentiment plus grand d'avoir réussi à trouver la solution par moi-même au lieu que le jeu m'ait donné un pop-up qui me disait rends-toi par là-bas pour essayer de trouver la source où la personne a perdu, où elle s'est fait tuer. Puis aussi, ça brille plus dans votre portfolio. Si vous faites un level design, puis vous mettez une démo, puis vous arrivez à diriger la personne dans la bonne direction, ça va être plus brillant que si jamais vous avez juste mis des pop-up d'objectifs partout. Des avantages, même fait parfaitement, il y a des joueurs qui vont se perdre. Ça arrive. La question, c'est combien de temps ils vont se perdre, combien de temps ils vont réussir à se retrouver. Parfois, se perdre un petit peu, ça peut être bénéfique. Mais il y a des joueurs qui juste ont vraiment de la difficulté avec ça. Puis ça arrive. Il faut savoir prendre ça en compte et faire beaucoup de playtests. Comme je remarque, c'est un demande d'un travail plus rigoureux. Quand je mets des objectifs à chaque 20 mètres, j'ai pas besoin de me soucier que le joueur va se perdre. Quand je mets aucun objectif à part un objectif général, puis je dis le joueur essaye de finir le niveau, là, ça va demander énormément de playtests pour voir où est-ce que le joueur où est-ce que le joueur va être coincé, ou est-ce que le joueur a l'impression d'être mené par des fausses pistes à des endroits qui n'ont pas rapport, puis que ça le prend dans un cycle mental où il est en mode je pense que c'est la bonne solution, mais en fait, c'est pas ça. Ça demande beaucoup de travail. Fait que là, on vient dans les objectifs. Le premier, comme je disais, c'est objectif sensoriel. Ça permet en fait de donner un objectif au joueur en utilisant ses sens ou celui de son personnage. Fait que là-dedans, on a trois types d'objectifs comme principaux. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est ceux-là que j'ai vraiment déjà utilisés ou que j'ai déjà vus. C'est l'objectif visuel, l'objectif sonore, puis l'objectif tactile. Pour passer à l'objectif visuel, ça peut être très simple, ça peut être tout simplement, on me dit, je dois me rendre à une grande tour,
je regarde en l'air, je vois au loin une grande tour. J'ai pas besoin d'avoir un objectif qui me dit rends-toi, la grande tour est par là-bas. Je le sais qu'elle est là, la grande tour, je la vois. Il faut juste que je me rende dans la direction, puis je trouve le chemin, mon chemin pour me rendre à cette direction-là. Alors, c'est un objectif sonore. Parfois, un personnage qui t'appelle en panique. On peut penser, en fait, à certains qui ont joué à God of War, ont un moment, en fait, où Atreus, notre fils, en fait, se perd dans la brume. Et il nous appelle pour essayer qu'on le retrouve. On voit absolument rien à ce moment-là, mais on peut essayer de se guider avec la voix du personnage pour le retrouver en fait, dans cette brume-là. Même si la scène est relativement courte, à ce moment-là, le joueur est absolument pas guidé par rien d'autre, à part la voix de son fils qui essaie de le diriger dans la bonne direction. Et évidemment, l'objectif tactile, c'est rare qu'il est seul, mais dans certaines manettes de jeu, puis dans certains jeux, comme par exemple dans Dying Light, il y en a, mais quand tu t'approches d'un type de pick-up important dans le jeu qui permet d'améliorer ton personnage, c'est comme des points de compétence que tu peux trouver avec des injections, ben tu as un détecteur attaché à ta ceinture qui se met à émettre pour te dire, en fait, un peu comme un jeu de chaud-froid, t'es à 40 mètres, t'es à 35 mètres, t'es passé à 50 mètres, puis pendant ce temps-là, t'as un son, mais aussi une vibration dans ta manette. Fait que ça te vraiment, quand tu sais c'est quoi, ben la manette vibre, puis tu regardes automatiquement en bas de ton écran parce que tu te dis, OK, le sec va apparaître pour me dire à quelle distance je suis de mon objectif. Fait que, les éléments principaux que j'ai, c'est objectif visuel. On va passer à celui-là ici, parce qu'il est plus simple que celui qui est en haut. Journée. La première, j'espère que plusieurs d'entre vous ont joué à Journey. Si vous ne l'avez pas fait, allez jouer, c'est vraiment un super jeu. Euh, Quand j'arrive dans Journey, au début, je n'ai aucune inspiration, aucun objectif. Je suis au plein milieu d'un désert et autour de moi, tout est vide, en dehors des trois petits pics qui sont là, qui sortent du sol, et d'une gigantesque montagne avec de la lumière en haut. J'ai pas besoin d'avoir un objectif qui me dit va là. J'irai pas dans la direction où il y a rien. Puis si j'y vais, ben c'est juste parce que ça me tente d'aller voir qu'est-ce qu'il y a. Dans cette scène-là, qu'est-ce qu'on voit en commençant, c'est que j'ai d'abord la montagne qui me dit tout de suite, OK, ça me dit dans mon message de joueur, je crois que ça, c'est mon objectif. Mon gros objectif que je dois atteindre. Il y a une montagne au loin, je dois m'y rendre. Je ne sais pas combien de temps ça va me prendre de m'y rendre, mais je sais que c'est par là. Et pour me donner un petit coup de pouce de plus dans la direction où ce que je dois aller, j'ai ces trois éléments-là, qui sont les sortes de choses qui ressortent du décor en dehors du grand désert vide que devant nous. Fait automatiquement, je suis attiré à aller voir là. Qu'est-ce que c'est ces objets-là? Est-ce que c'est juste des objets de décoration? Est-ce que c'est que je peux interagir avec? Tout ça, tout ce que je sais, c'est qu'on a des éléments qui ressemblent. J'ai ma petite cape qui est ici, comme ça. Ici, je peux trouver une autre cape qui a l'air similaire, mais je peux pas encore voir la couleur parce que je suis trop loin, etc. Fait que cette scène-là, en fait, c'est un parfait exemple pour un jeu d'émotion narratif comme Journey où il n'y a aucun dialogue puis aucun HUD pour d'objectif. Je suis dans une zone vide, j'ai un objectif visuel, je sais que c'est par là que je dois aller. Pour revenir plutôt à Elden Ring, j'ai pas trouvé de capture d'écran de meilleure qualité. Là, on arrive dans le même principe, mais avec plus d'éléments de décor. Puis c'est pour ça qu'il est très intéressant parce que tu te rends compte de. En fait, quand tu joues la première fois, tu te rends pas compte de ça. Mais c'est cet élément-là, ici, quand tu arrives et que tu sors de la zone de tutoriel du jeu, euh, tu ouvres une porte et tu arrives dans le monde ouvert. Et ça, c'est la première scène que tu vois à l'intérieur du jeu. Qu'est-ce qu'on a devant nous? Déjà, très loin, on a un arbre gigantesque qui est lumineux, qui me dit waouh, ça a l'air vraiment un endroit important. Cet endroit-là, c'est gigantesque. Après ça, tu vois d'immenses structures. Puis si tu suis l'œil avec ton œil, en fait, les structures dirigent naturellement notre œil pour aller voir ça ici. Le grand château qui est oh, lui, il est quand même pas mal plus proche, mais il y a quand même des structures devant que je dois passer avant de me rendre jusque-là.
Fait qu'on descend ici pour voir, puis ici, on voit pas mal juste des murs, puis dans la forêt, ah, ça c'est proche, je peux y arriver en 1 minute, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis quand on s'approche encore plus devant toi, ah, ici, on va pas s'y cacher de le personnage, mais ici, on a un objet lumineux qui sort du reste du décor, puis qui a l'air de, avec des lumières qui se dirigent vers l'intérieur. Puis on a aussi un PNJ qui est juste derrière le casque de mon personnage. Là. Si tu parles à ce PNJ-là, il t'explique, tout devient plus clair directement parce qu'il parle de Earth Tree, d'un arbre géant, du fait que t'as pas de fille qui t'accompagne aussi, le meme Maidenless, etc. Puis tout ça, en fait, ben, ça te dirige à te demander, ah, ok, est-ce que c'est ça l'arbre géant? Est-ce que c'est ça mon objectif en tant que Tarnish? Je dois me rendre à cet arbre-là, mais je sais pas pourquoi encore. Mais je sais que c'est mon objectif principal, apparemment. Et en fait, quand le joueur se promène, ben, il va d'abord se rendre à l'église qui est là. Pourquoi? Parce que naturellement, c'est le premier bâtiment qui ressort du décor. J'avais aucune quête qui me disait rends-toi par là. Mais naturellement, quand j'ai joué au jeu, sans me rendre compte, j'étais juste trop vraiment excité de jouer à Elden Ring que j'attendais depuis aussi longtemps. J'ai fait exactement le chemin que je devais faire d'après le jeu pour me rendre d'une étape à une autre. Pourquoi? Parce que les éléments de guidage ont été placés d'une manière à me donner envie d'aller à ces endroits-là sans me pousser par un objectif. C'est ça vraiment. En fait, c'est un élément de monde ouvert qui a été principalement développé dans les dernières années par Zelda Breath of the Wild avec son monde ouvert qui a un peu révolutionné la manière que le level design des mondes ouverts était vu. Puis on va voir dans l'horaire des cours comment ça se passe, mais je pense qu'on pourrait dédier une partie de cours juste à analyser qu'est-ce qui s'est passé. On a peu de documentation, mais on a quelques éléments intéressants que Nintendo a partagés sur en fait de quelle manière en fait ils ont développé le monde ouvert de Breath of the Wild. Fait que si on a un peu de temps à m'emmener, j'aimerais ça qu'on prenne le temps d'analyser tout ça ensemble parce que c'est très intéressant. Ce que je vais montrer aussi, c'est que les objectifs visuels, etc., pourquoi en fait est-ce que ça marche aussi bien? C'est parce que c'est quelque chose qu'on voit naturellement dans notre monde autour de nous. En général, à l'époque avant, qu'est-ce qu'on était sûr de trouver à l'intérieur d'un village? C'est une église. Parce que la religion était tellement bien placée, en fait, dans toutes par le passé, que souvent, qu'est-ce qu'on faisait dans un bâtiment, c'est qu'en fait, on construisait soit genre la mairie ou l'église, qui allait être le bâtiment principal de l'endroit, et après ça, toutes les maisons et les quartiers se construisaient autour de l'église. J'ai trouvé quelques exemples ici qu'on peut trouver, comme l'église ici au centre avec tous les quartiers des maisons autour, et ici qu'on voit. Aussi, ce qu'on remarque souvent, c'est que ces bâtiments importants-là ont une couleur différente, en fait, du reste de l'architecture, ou une architecture assez plus spéciale. Comme par exemple, ici, on peut remarquer que c'est le seul bâtiment qui a un toit bleu, ici, puis que ici, c'est le seul bâtiment qui a de la couleur de peinture aussi voyante sur ses murs. En dehors du fait que c'était plus pratique euh, pour la communauté, simplement être autour d'un de leurs points centraux. Qu'est-ce qui est pratique aussi, c'est que ces bâtiments-là peuvent servir de point de guidage pour les personnes qui se promènent. Si je me promène sur la place ici, puis que je regarde en l'air, il y a une chance que je vois le pic au loin de l'église. Fait que je sais où est-ce que je suis rendu. Et si jamais je me promène, puis je suis rendu par là-bas, puis je regarde, puis je vois à nouveau le pic de l'église, ben, je sais que je suis rendu à une direction différente, puis je peux me baser par rapport à la position de l'église pour savoir à quel endroit est-ce que je suis rendu à l'intérieur de la ville. Ça peut paraître basique comme ça, mais c'est toutes des choses qu'on a déjà faites, essayer de regarder pour essayer de trouver un point de repère qu'on était perdu. Puis avoir un point de repère de même, il y en a un peu partout dans les villes où on se promène, il faut regarder. Puis surtout en fait dans les plus vieilles villes, maintenant avec toutes les gratte-ciels, c'est un peu dur de trouver un point de repère. Mais il y en a plein de ça à travers quand vous allez explorer. Puis c'est quelque chose qu'on peut prendre puis remettre à l'intérieur de vos level design. Le prochain niveau que vous allez faire à partir de, pas cette semaine, mais la semaine suivante, votre prochain défi, ça va être de faire
le village, un niveau qui va se passer dans le village dans le personnage principal. Puis ce serait intéressant de peut-être retrouver un élément similaire de guidage à l'intérieur pour nous aider à nous retrouver dans cet espace-là. Maintenant, on passe au prochain point qui peut être utilisé dans plein de jeux différents. Mais là, pour l'exemple, pour vraiment montrer à quel point c'est pratique, j'ai décidé de prendre un Metroidvania. Fait qu'ici, on a... regarde, j'ai un blanc du nom. Joe me l'aurait dit direct. Metroid... c'est le dernier Metroid qui est sorti. J'ai oublié c'était quoi le nom exact. Mais concrètement, comme vous savez, Metroid, c'est pour ça que ça s'appelle un Metroidvania aussi. Metroid Dread, merci. C'est dans ce, en fait, dans cet endroit-là, en fait, si on regarde la map complète, tout ça, c'est la map de Metroid Dread. Il y a des chemins et des endroits partout. Comment est-ce que je fais pour diriger mon joueur à l'intérieur de ça sans utiliser d'objectif explicite d'endroit où est-ce qu'il doit se rendre? Parce qu'au début, quand on va à la première zone, c'est relativement facile. J'ai pas tant de chemins différents où je peux me rendre. Mais quand je suis rendu au milieu ici, il faut savoir où est-ce que tu dois t'en aller. Là, c'est là que Metroid Dread en utilise beaucoup dans le jeu, même, mais sans que ça paraisse pour les joueurs, c'est les points of no return. Vous pouvez en faire, là j'en parle dans un jeu 2D, mais ça fonctionne tout aussi bien dans un jeu 3D si vous le placez comme il faut. La manière que ça fonctionne, c'est que quand j'arrive au début du jeu, juste pour confirmer, vous voyez bien ma souris à l'écran? Je le partage de Discord la montre bien. Oui, on voit. Parfait. Quand on arrive au début du jeu, on arrive à la gauche ici. Ça ici, c'est une des premières zones, c'est la zone un peu du crash, si je ne me trompe pas. Et quand on avance ici, comme ça, Samus doit s'accroupir pour passer à travers le trou qui est ici. Puis après ça, quand elle arrive, elle se retrouve ici. Actuellement, si on peut continuer tout droit par là, mais si Samus essaie de retourner dans l'autre sens, elle peut pas. Pourquoi? Parce que si elle s'accroupit, elle a ce petit bump ici qui l'empêche de monter pour se rendre là. Puis on peut pas essayer de sauter puis s'accroupir en même temps pour passer là. On est bloqué à cet endroit-là. Mais ce n'est pas un blocage permanent. Parce que plus tard, Samus va ramasser une upgrade qui va permettre de transformer en boule. Puis quand elle va pouvoir se transformer en boule, ben là, elle va pouvoir passer dans l'autre chemin. Ce type de point of no return est très utile pour permettre en fait de diriger vos joueurs naturellement en faisant des étapes à l'intérieur de vos niveaux. Comme par exemple, si dans le niveau que vous êtes en train de travailler en ce moment de la chasse, si jamais j'arrive à l'endroit en fait où il y avait la mort de sang, où est-ce que le cerf s'est fait dévorer, puis j'explore un peu dans cette zone-là, je croise un ennemi, et après ça, je vais passer dans une nouvelle zone. Puis cette zone-là est une zone d'ouverte d'exploration où le joueur doit trouver le bon chemin. J'ai pas envie que le joueur revienne en arrière en pensant qu'il s'est trompé de zone puis qu'il y a peut-être un autre chemin ailleurs si jamais il est perdu. Mais je veux pas non plus avoir à programmer, je sais pas moi, des roches qui s'effondrent, qui bloquent le chemin, etc. Ben, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est faire en sorte que le joueur ait à sauter d'une hauteur de 2 mètres pour descendre dans la nouvelle zone. Dans une forêt, il y a des endroits qui sont escarpés. Et qu'est-ce que je viens de créer? C'est que naturellement, le joueur arrive dans une nouvelle zone de jeu, a pas l'impression de s'être fait diriger dans la bonne zone, mais a maintenant aucun moyen de revenir en arrière. Je l'ai bloqué dans la nouvelle zone de jeu. J'ai dit, tout ce que tu as fait en arrière, tu as réussi ce que tu avais à faire, tu n'as plus besoin de t'en soucier, enlève ça de ta tête, maintenant concentre-toi dans ta nouvelle zone qu'il y a devant toi, qui est là. Fait que c'est relativement simple à implémenter, puis ça peut vraiment être pratique dans vos niveaux pour acheter du guidage pour vos joueurs. Point of no return. Important. Maintenant, on va passer au dernier qui est, malgré tout, pour ceux qui s'en rendent pas compte, est la méthode la plus utilisée, on peut dire, de guidage, qui est le breadcrumbing. Le breadcrumbing, en fait, ça vient d'un conte, Le Petit Pousset. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi ce conte-là, des enfants se font abandonner dans la forêt par leurs parents avec un morceau de pain et ils n'arrivent pas à retrouver leur chemin. Alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est que pour être sûr de ne pas se perdre de la direction où ils sont habituellement, ils défont des petits morceaux de pain, puis ils les laissent tomber au sol,
pour être capable de retrouver leur chemin dans la forêt. Ici, on fait la même chose, mais au lieu que ce soit le joueur qui laisse des points derrière lui pour représenter le chemin qu'il a fait, on place d'avance dans le niveau des petites pistes qui ne sont pas littéralement dites au joueur, mais qui vont l'aider à comprendre naturellement par où il doit aller. On va faire quelques petits exemples de breadcrumbing. Le premier, en fait, on va commencer, je pense que c'est le plus simple, on va commencer avec Horizon Zero Dawn. Comme j'avais parlé plus tôt dans le guidage implicite, un des trucs importants qu'on peut utiliser pour aider au guidage des joueurs, c'est utiliser la couleur. Pourquoi? Parce que ça attire automatiquement l'œil. Quand je me prenais dans une zone qui a un thème de couleur précis, puis qu'après ça, je me rends à un nouvel endroit et que je vois en fait une structure d'une couleur différente, ça va automatiquement attirer mon œil. Et dans Horizon Zero Dawn, une des capacités de ton personnage, c'est de grimper et d'interagir avec certains endroits pour faire des actions spéciales. Fait comment, dans une immense map en monde ouvert, j'indique à mon personnage qu'il peut grimper à cet endroit-là? Ben, Horizon Zero Dawn a adopté pour une méthode de couleur. On est dans un jeu où il y a des tribus avec un côté tribal, des peintures murales, etc. Et le jeu utilise ça pour me diriger dans la bonne direction. Quand je grimpe ici, je peux me faire diriger en direction, puis je vois que je peux grimper parce que c'est un poteau qui est plein de couleurs. Après ça, quand j'arrive ici, là, je suis en haut. Comment je sais où est-ce que je peux me rendre? Je regarde autour, comme ça. Et en haut ici, on peut voir que dans toutes les pierres, ici, celle-là semble plus blanche que le reste. Puis quand mon personnage arrive, ben oui, je vois ici, il y a comme tout ce petit chemin-là qui est en blanc, comme ça. Fait que si je dirige là pour sauter, ben mon personnage va s'accrocher à cet endroit-là. Ici, partout, on peut voir aussi, il y en a une autre qui est là et une autre qui est là. J'ai pas directement le chemin qui est dit au joueur pour te dire rends-toi à cet endroit-là pour pouvoir grimper, mais on a quand même des indices par les pierres blanches qui sont laissés à plusieurs endroits pour indiquer que je peux utiliser cet endroit-là. Une autre couleur qui était utilisée dans plusieurs jeux vidéo, puis on va le voir par la suite, c'est le jaune. Le jaune est comme devenu une sorte de couleur universelle qui dit au joueur tu peux interagir avec cet objet-là. On va voir des exemples. C'est même devenu tellement présent que certains joueurs, quand ils voient trop, ça les gosse parce qu'ils ont vraiment l'impression de. En fait, c'est comme rendu du guidage explicite comme eux parce que c'est tellement quelque chose de connu que maintenant, c'est presque comme si on te mettait un objectif pour te dire grimpe là. Comme ça. Fait qu'il faut y aller quand même avec parcimonie. Mais comme vous voyez ici, donc tous les éléments, l'endroit où je peux grimper est attaché par une corde jaune. Comme ça ici. Quand j'avance plus loin, le poteau que je peux monter ici a été peinturé en jaune. Ici, les prises comme ça, qui sont attachées au mur, sont encore en jaune. Ici, j'ai les prises qui sont plus naturelles, en blanc. Et j'ai toujours les peintures tribales qui sont là pour m'indiquer le bon chemin ici. Quand j'avance plus loin, comme ça, je peux continuer à l'intérieur. Et finalement, on arrive carrément à une corde complètement jaune. C'est clairement, c'est presque, comme je disais, c'est presque du guidage explicite rendu là. Tu as une corde qui est jaune, qui traverse le vent, qui, comme, va l'autre bord. Pareil ici, on a cette corde-là. Mais si on avait mis la corde d'une couleur normale, on aurait pu croire que cette corde-là, ben, elle sert juste de décor. Parce que ça a l'air juste suspendu après le vide. Il n'y a pas grand-chose de spécial avec. Mais en vérité, c'est que je peux utiliser cette corde-là pour me balancer d'un côté à l'autre. Si j'avais pris un autre chemin. Fait que c'est pour ça qu'on l'utilise en jaune. Ah non, c'est pas cette corde qu'on balance. Je pense qu'on peut sauter à cet endroit-là. C'est ça, on peut repel à cet endroit-là. Fait que c'est pour m'indiquer qu'il y a il y a un truc spécial avec cette corde-là que je peux descendre. Comme ça. Et voilà. Donc, un des exemples principaux qui est utilisé dans plein de jeux, c'est la couleur jaune, ou tout simplement utiliser des couleurs qui sortent en fait du thème principal. Comme on voit ici dans le niveau, c'est du désert.
Oui, le jaune fait partie du thème de couleur d'un désert, mais comme ici, c'est plus un désert rouge, j'ai pas de jaune pétant qui me ressort d'en face. Puis là, ben quand même, un guidage explicite, Horizon Zero Dawn est un jeu qui est relativement pas mal guidé par plein d'objectifs. J'ai la boussole en haut que je vous parlais plus tôt. J'ai un objectif visuel qui me dit rends-toi là-bas, c'est à 30 pieds. Comme, même si c'est ça, 30 pieds. Ça, c'est pas 230. Mais à travers ça, j'ai quand même des éléments de guidage implicite pour pas faire comme dans Dying Light 2, puis d'avoir constamment le joueur qui dit avance là, 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 là. J'ai quand même un peu de recherche à faire pour trouver la bonne direction où aller. Une autre manière qui est faite d'une manière un peu plus subtile, mais qui est très intéressante, c'est dans Ori in the Blind Forest. Pour ceux qui ont jamais joué à Ori, il y a un moment en fait dans le jeu où tu récupères une capacité qui te permet que quand tu es proche de certains objets ou que tu es proche d'ennemis, tu peux activer un pouvoir qui te permet de te propulser dans la direction de ton choix et de propulser l'ennemi dans la direction opposée. Je vais montrer l'exemple, on le voit juste ici. Quand j'arrive là, je saute, puis là, j'active mon pouvoir, puis là, ça me propose une flèche, puis là, ben, je peux rediriger le projectile dans la direction de mon choix. Fait que là, il va monter. Là, j'utilise mon projectile, puis je me propulse en l'air avec celui-là. Je me propulse comme ça ici. Puis j'ai aussi ces petites guirlandes-là qui font en sorte que quand je me rapproche, en fait, bon, là, il est un peu poche, fait qu'on va passer. Quand je me rapproche de ces guirlandes-là, en fait, je peux utiliser ces guirlandes-là pour m'élever en l'air. De base, c'est une mécanique. C'est j'arrive, puis quand je suis proche des guirlandes, ben, ou de projectiles ennemis ou d'ennemis directement, j'active mon pouvoir, puis ça me permet de me propulser puis de pitcher l'ennemi ailleurs en échange. Mais qu'est-ce qui est du génie de guidage à travers ça? C'est que sans vraiment me rendre compte que je suis guidé, les endroits où je peux utiliser ma capacité sont placés de manière à me diriger dans la bonne direction où est-ce que je dois aller. Tu sais, ici, si on n'avait pas vraiment ce guidage-là, on pourrait penser, ben, je sais pas trop où est-ce que je suis censé m'en aller dans cette zone-là. J'ai des guirlandes un peu partout. Comme. Mais naturellement, on sait que notre objectif actuel, c'est de monter, parce que c'est le chemin qui nous est proposé. Puis si on regarde l'ordre des guirlandes, ben, j'en ai une ici, puis là, j'en ai une là, qui est dans un trou. Fait que même si je vois pas où est-ce que où est-ce que le chemin se rend, ben je sais que si j'active ça, ça va m'emmener quelque part. Fait que ça me pousse à essayer mes pouvoirs pour suivre le chemin qui m'est proposé. Puis quand j'arrive assez haut, je peux voir que, oh, OK, il y a une porte là, puis il y a des éléments derrière. Fait que je peux propulser par là, puis je me ponce. Tout ça, ça a été fait pour me guider vers l'objectif actuel qui était la porte. Pour passer à la suite. Fait vous n'avez pas besoin d'utiliser juste du visuel pour que pour rendre. J'ai pas eu des traces de peinture jaune ou de fleurs particulières qui m'ont dit suis ce chemin-là pour trouver la direction. C'était vraiment un élément d'une mécanique de jeu qui a été transformé pour permettre aussi en même temps le guidage du joueur. Ori est un jeu extrêmement bon pour ça. On a rarement l'impression d'être perdu dans Ori parce qu'il y a constamment des éléments qui nous poussent dans le jeu. Comme par exemple, j'ai ça dans Mario Odyssey, par exemple. J'ai quand même plusieurs zones où je peux me rendre. Puis il y a des pièces un peu partout. Puis si je suis les chemins de pièces qui me sont proposés, ça me mène toujours soit à une récompense, soit à un objectif ou un ennemi à rencontrer. Pareil, si je me retrouve dans une salle, puis que j'ai plein d'ennemis à cet endroit-là, ben, je me doute qu'il y a quelque chose qui est important derrière. Fait que mettre des ennemis dans votre jeu à des endroits en particulier peut servir de guidage aux joueurs, parce que si un ennemi est présent à cet endroit-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose à protéger, là, où il y a une récompense derrière la mort de cet ennemi-là. Fait que ça va diriger le joueur automatiquement à se dire, ben, je vais aller combattre parce que ça va m'emmener à l'endroit où est-ce que je souhaite aller. Pareil dans The Forest, pour faire un parallèle en fait avec The Witcher. Comme vous savez, quand vous ouvrez la map de The Witcher, je pense qu'on pourrait peut-être aller la chercher. The Witcher 3.
Map. On a à peu près ça. On vrai ça que ça ressemble. Là, on voit pas de point d'interrogation parce que ça a tout été fait. Est-ce qu'on a une map qui a encore les points d'interrogation dedans? Je vais regarder rapidement s'il y en a une. Ah, là. Là, vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai, c'est quand j'ouvre la map, je vois tous les éléments qui sont importants dans le jeu. Fait que j'ai les points de téléportation que je peux avoir, j'ai mon objectif principal qui est de me rendre là. Puis ici, j'ai les journaux de quête qui sont affichés ici, puis j'ai les points d'interrogation. Comme je parlais tout à l'heure, points d'interrogation, c'est des points de récompense, d'affrontement, etc., qui en fait qui apportent, qui vont apporter quelque chose aux joueurs en échange d'un défi, souvent. Et tout ce que j'ai à faire, c'est me rendre au point d'interrogation pour récupérer cet élément-là. Dans un forest, quand j'ouvre la minimap, j'ai parfois quelques objectifs GPS qui me sont donnés pour les objectifs principaux. Mais en dehors de ça, j'ai rien d'autre qui est activé dans la map. C'est juste une map géographique générale de l'endroit où est-ce qu'on se trouve. Fait que quand j'ai un élément important, de quelle manière est-ce que je peux l'annoncer aux joueurs? Ben, ici, on utilise The Forest a deux types d'endroits importants différents, en dehors des scraps, etc., de trucs échoués qu'on peut trouver. C'est les grottes et les villages. Et comment est-ce qu'on affiche ça? Ben, avec des totems tribaux, des tribus qui sont là. Quand j'arrive à un endroit dans The Forest en me promenant, la première fois que je vois un totem, je peux me dire, ah tiens, c'est quoi ça? C'est étrange. Puis quelques mètres plus loin, je vais tomber sur soit un village, soit une grotte. Automatiquement, c'est enregistré dans ma tête que quand je vois un totem que c'est pas moi qui ai construit avec des restants de corps humains, ben ça veut dire qu'il y a des indigènes autour de nous, il y a des cannibales qui sont placés là, puis qui vont, ils risquent de me tuer si je fais pas attention. Juste faire une petite vérification. Ouais, l'enregistrement, ça fait toujours. On est correct. Ici, exemple de ou encore de couleurs, mais qui sont utilisées de manière moins explicite, constante. Ben, en fait, un peu quand même, mais ici, mettons, dans Resident Evil 4, le remake, tous les objets qui sont interactifs que je peux soit détruire ou qui sont importants sont en jaune. Ici, j'ai les tonneaux qui ont de la peinture jaune dessus. J'ai le piège de l'explosif qui est collé avec du tape jaune. Et ici, dans The Last of Us, ici, tous les éléments sont plus dans un thème gris-vert, mais mon objectif actuel est, je suis automatiquement dirigé vers ça, qui est une échelle jaune pour me rendre à mon objectif. Parfois, quand on est fini par être habitué, on finit par s'habituer à ça puis à voir presque comme un objectif explicite. Mais pour plusieurs joueurs qui pensent pas à ces éléments de guidage-là, ils se font quand même amener à la bonne destination où est-ce qu'ils voulaient être sans se faire juste dire par un objectif. Il y a quand même un sentiment de récompense supplémentaire. C'est assez cool. Parce que je pense que j'ai pris ça, j'ai pris la vidéo trop tard après l'objectif que je voulais montrer. Oups. On va revenir ici. J'essaie de reculer dans 5 minutes à peu près. Donc, actuellement, je me trouve dans une situation où l'endroit où il y avait l'échelle que je vous ai montré dans l'image précédente, c'était un endroit pour escalader un mur, pour après ça réussir à faire rentrer notre blonde avec le cheval, pour pouvoir après ça l'utiliser par la suite, parce que le cheval, ça monte pas les échelles. Euh, Quand on arrive, en fait, ici, on sait qu'on doit trouver un générateur pour réussir à en fait, électrifier l'équipement, ramener le courant, pour après ça pouvoir mettre le code pour ouvrir la porte. Fait que quand je cherche, j'ai plein de pick-up que je peux ramasser, des éléments importants, etc. Et en promenant autour, on finit par croiser ça ici. Premier élément jaune, marqué avec un feu ici. Après ça, quand j'arrive ici, je vois du jaune ici avec les marques intéressantes qui attirent mon œil vers cette machine-là. Et je vois, ben ah oui, ça a l'air d'être ça, le générateur. Je peux interagir ici avec. Quand j'interagis là, j'essaie de le partir, comme ça.
Puis là, le générateur est parti, mais il faut quand même amener le courant quelque part. Puis là, juste à côté, quand je finis, j'ai déjà ça qui me propose. J'ai un grand fil jaune où est-ce que je peux mettre le courant, en fait, le prendre pour essayer de le brancher à un endroit. Fait après ça, quand j'arrive ici, ben, j'ai de tous les éléments qu'il y a, l'endroit où est-ce que je dois brancher le fil est jaune aussi. Fait que aussi, on a l'élément de guidage, comme vous pouvez voir, euh, quand on se retourne au bon moment, quand on est assez proche, on a quand même le cercle qui apparaît avant pour dire que l'objet est interactif. Mais on a quand même l'élément jaune ici pour renforcer cet élément-là parce que le cercle blanc aurait pu se perdre dans le reste du décor qui est blanc-gris avec un peu de vert, à quelques endroits. Et voilà, on a ça de connecté. Fait qu'après ça, automatiquement, on a ça qui s'ouvre automatiquement, qu'on peut le lancer. Fait que je vais pas faire tout le truc, mais vous comprenez le principe que il y a des couleurs qui attirent l'œil, il y a des choses qui peuvent permettre. Le jaune est une couleur connue, utilisée, qui a été justement beaucoup utilisée dans des jeux justement de Naughty Dog avec le The Last of Us, puis même dans Dying Light 2, plein d'éléments sur lesquels tu peux sauter, faire du parcours, etc., sont peinturés en jaune tant que c'est réaliste, en fait, pour aider à diriger dans la bonne direction. Fait que, là, on a vu les deux types de guidage importants, explicite et implicite. Fait que, comment ça se transmet dans différents types de jeux? Ben, la réponse, c'est que c'est tout le temps ces éléments de guidage-là qui sont utilisés. Ça se peut que j'en aille oublié, qui sont un peu moins utilisés, mais ces éléments-là principaux sont utilisés dans tous les jeux, juste de manière différente. Dans Breath of the Wild, j'ai tout le temps les objectifs visuels pour m'attirer dans des endroits, puis j'ai aussi des objectifs explicites avec ma map, qui est dans ma tablette Shaker que je traîne avec moi, qui me donne un point général d'un endroit où je dois aller. Et après ça, comment je me rends à cet endroit-là? Ben, c'est moi qui utilise ma vue pour être attiré par la structure qui est là, voir qu'il y a un chemin puis quand je suis le chemin, mon œil est attiré vers la grande église qui est là, etc. Ici, dans Ori, ben, j'ai quelques chemins où je peux aller, on dirait que je peux grimper en haut là, etc. Mais si je descends ici, je vois qu'il y a un pick-up à récupérer. Fait que ça me guide vers cet endroit-là. Pareil avec Portal, ici, qui est un jeu à couloir. Ben, dans toute la pièce qui est blanche, j'ai des éléments de couleur rouge qui ressortent pour attirer mon œil vers ces éléments-là. Fait que peu importe le type de jeu que vous faites, les éléments de guidage que je vous ai montrés vont juste être utilisés d'une manière différente. Et parfois, certains types de visuels vont être plus utilisés que d'autres. Il n'y a pas beaucoup de guidage par les couleurs dans Zelda, par exemple, en dehors des couleurs vraiment pétantes qu'on voit dans les structures Sheikah, qui sont les structures importantes. Mais il y a moins de couleurs, genre vous ne verrez pas du jaune aux endroits qu'on peut escalader, parce qu'on peut escalader n'importe où. Mais par contre, on va plus utiliser le guidage visuel. Pareil dans Ori, Ori a un thème de artistique tellement poussé avec plein de détails qu'on n'a pas une couleur particulière qui est faite pour nous attirer l'œil. Fait que le jeu utilise plus les éléments comme les pick-up ou les ennemis pour nous diriger dans la bonne direction. Alors que Portal, lui, ben c'est un jeu qui est dans des pièces plus fermées, blanches, et il peut se permettre d'utiliser la couleur pour attirer l'œil du joueur vers le bon endroit. Et tout ça, ça nous mène à un des éléments principaux quand vous faites un jeu, qui est le Golden Path. Dans un niveau, si vous faites un jeu qui est entièrement à couloir, le Golden Path, c'est pas trop compliqué pour vous parce que c'est le chemin que le joueur va suivre de toute façon quand il est obligé. Par exemple, quand on retourne dans Dying Light, le Golden Path, c'est quoi? Ben, c'est le chemin tout droit qui mène à... c'est un couloir. Fait que je vais tout droit, c'est ça le Golden Path. Golden Path, c'est quoi? C'est le chemin parfait. C'est en fait, vous avez peut-être des multitudes de possibilités de chemin, mais vous avez des chemins qui sont souvent plus parfaits, en fait, pour l'expérience du joueur.
je vais avoir souvent, mettons, ça c'est un peu comme un bubble diagram avec différents types de pièces où je peux me rendre. J'ai plein de pièces où je peux aller, mais toutes ces pièces, mais il y a quand même un golden path qui est comme le meilleur chemin que je peux faire pour me rendre jusqu'à mon objectif. Puis je vais donner des indices de direction aux joueurs pour l'emmener à utiliser ce chemin-là, que ce soit par du breadcrumbing, des couleurs, etc. Et aussi, si jamais je décide de prendre un autre chemin que le Golden Path, peu importe qu'est-ce qui va se passer, je vais finir par revenir sur le Golden Path. Fait que ce soit un niveau avec des pièces, un niveau avec labyrinthe ou un monde ouvert, quand vous faites un niveau, vous devez dire, OK, voici les éléments importants de mon niveau que je veux transmettre à mon joueur. Je veux les mettre d'une façon. Comment je dirige le joueur pour qu'il tombe sur tous ces éléments-là que je veux par lesquels je veux que le joueur passe. C'est ça le Golden Path. C'est vraiment réussir à travailler le chemin parfait du joueur. Fait que, pour faire ça, en fait, quand on veut pas que ce soit juste comme Dying Light avec des objectifs constants ou que ce soit autre chose que juste un couloir, ben on doit utiliser des éléments de guidage pour pousser le joueur à aller dans la bonne direction. Là, il y a un fait intéressant, c'est la. J'ai pas vraiment cherché d'exemple pour ça parce que c'est juste un concept, mais il y a une différence entre chercher et être perdu. Dans votre niveau, les joueurs, ils peuvent avoir un moment où ils savent pas exactement où est-ce qu'ils doivent aller. Puis c'est correct. Parce que si votre guidage est bien fait, ben, le joueur, même s'il est perdu pendant un moment, il va finir par retomber sur un endroit où il va pouvoir se retrouver. Puis le fait de chercher, ben, c'est pas tout le temps, c'est pas négatif. Parfois, ça améliore, en fait, le sentiment d'exploration. Quand j'arrive dans une nouvelle zone, ben, si je cherche le chemin où aller, ben, c'est à ce moment-là que je vais me mettre à regarder toutes les pièces puis que je vais peut-être tomber sur des éléments de lore ou des pick-up supplémentaires, des flèches à récolter dans notre jeu, etc., qui vont pousser à m'explorer. La différence, c'est le temps que je suis en mode recherche. Si je suis dans une zone, on peut dire médium, mettons un bâtiment avec quelques pièces, puis pendant 5 minutes, je cherche, puis je sais pas par où exactement je dois aller, quelle pièce je dois prendre ou quelle porte je dois passer. Pendant ce temps-là, je suis en train de regarder les indices laissés dans le level art sur qu'est-ce qui est arrivé aux personnes qui étaient dans cette maison-là, les pick-ups si je trouve du matériel. Mais je vais pas m'ennuyer pendant ces 5 minutes-là, je suis en mode exploration. Par contre, si ça fait 15 minutes que je suis dans la maison, que j'ai déjà fait le tour de tout, puis que je suis en train de chercher par où je dois aller, là, c'est perdu. Là, il y a un problème de guidage. Et comme on a vu avec Dying Light 2, un guidage constant, c'est dérangeant. Ça te coupe de l'expérience. Ben, comment décider quel type de guidage faire? On se base sur notre public cible. C'est pas vrai qu'un jeu est meilleur parce qu'il y a plus de guidage implicite à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a sûrement plus travailler son level design pour faire travailler son guidage implicite. Mais si je fais un jeu pour des enfants, je ne mettrai pas un guidage implicite seulement. Je vais mettre un guidage explicite parce que je veux que le jeune qui, lui, veut s'en fout de l'histoire, mettons, puis il veut juste s'amuser, ben, je veux qu'il sache que pour aller sauver la princesse, c'est là-bas. Je vais quand même lui donner dans un monde ouvert, je vais donner un objectif pour ça. Alors que si je fais un jeu pour un public plus expérimenté de base, ben je vais peut-être me permettre de plus de guidage implicite parce que ces personnes-là, parfois, sont tellement dirigées et cherchent un sentiment d'exploration supplémentaire. Mais ce que je viens de vous dire, c'est un peu mettre le public dans deux catégories qui sont trop simples. Il n'y a pas juste des jeunes qui ont besoin d'explicite puis des expérimentés qui ont besoin d'implicite. Parfois, les personnes qui préfèrent se faire guider, puis les personnes comme moi qui préfèrent ne pas se faire guider. Je prends un exemple tout simple. Moi, Elden Ring, le fait que quand j'arrive dans le jeu, j'ai aucun autre indice à part les bâtiments qui sont devant moi, puis que je dois chercher à l'endroit où que je dois aller, puis juste m'amuser à explorer, j'ai adoré ça. Émile, par contre, lui, Émile dans notre classe, là, il déteste ça. Lui, il veut un pinpoint sur une map qui dit va là, fais ça. C'est ça ton objectif. Pourtant, les deux, on a autant joué aux jeux vidéo l'un que l'autre, mais on a chacun notre propre préférence. Fait faut playtester, faut voir la direction dans laquelle vous allez aller, faut voir c'est quoi les éléments importants que vous voulez proposer dans votre jeu. Mais comment on décide du style de guidage? On fait du playtest, puis on se base sur le public cible qu'on essaie d'aller atteindre. Je pense que je suis à la fin. Ouais, je suis à la fin du PowerPoint.
Fait que, est-ce que en a qui ont des questions sur la matière de guidage qu'on vient de voir? Ou des exemples sur lesquels ils voudraient qu'on parle, etc. Non? OK. Euh, Fait que là, j'ai vu Kelly rapidement que tu avais commencé un niveau rapidement. Puis Ivy, je sais pas si toi tu avais commencé aussi quelque chose dans l'engin de jeu pour ton niveau. Ben dans le fond, j'ai pas tant fait des trucs dans l'engin de jeu, mais j'ai fait comme une grosse carte de genre de mon niveau. OK. Bon, on va aller voir ça, on va aller voir aux deux niveaux. Peu importe où est-ce que vous êtes rendu, on va juste regarder. Puis vous me parlerez un peu de c'est quoi que vous pensez faire actuellement avec votre niveau, puis c'est quoi un peu votre direction actuelle. On va pouvoir en parler. Puis moi aussi, j'ai commencé rapidement comme hier soir, j'ai juste fait le début, comme des premières interactions, puis montrer un peu des éléments de guidage que je vous ai parlé aujourd'hui, puis on va pouvoir regarder ça. Oui, c'est vrai, je suis pas peut-être pas à jour. Parfait. Pour prendre un petit 5 minutes d'ouvrir, fait que si jamais il y en a qui veulent aller prendre de l'eau, aller aux toilettes, vous pouvez le faire, puis euh, je vais recommencer ça à 1h30.